J'aime beaucoup les personnages qui ne font pas l'unanimité. Et concernant Michael Bay, si t'entends une partie des gens, c'est un accident industriel. C'est totalement faux. En fait, c'est plus compliqué que ça, c'est un plan de carrière qui était méticuleux, dessiné dans l'ombre de George Lucas. Parce que oui, Michael Bay, à 15 ans, lui, il classait des storyboards de Steven Spielberg sur le tournage d'Indiana Jones. Il a plutôt appris directement sur le terrain. Puis en 2005, Hollywood lui tend quelque chose de très différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Transformers, une licence de jouets à l'époque complètement éclatée au sol, un cadavre industriel dont personne ne voulait, et 5 milliards de dollars plus tard de box-office, tout le monde a arrêté de rigoler. Parce qu'en fait, avant Transformers, la gamme s'appelait Diaclone. Elle est née dans les années 80 au Japon et elle a ensuite été importée aux États-Unis quelques temps après. Je trouve que le lore est riche, c'est-à-dire qu'il y a Cybertron, la guerre civile, Optimus contre Megatron. Et sur le papier, je trouve que ça marche. Mais le lore est pensé pour un dessin animé. C'est-à-dire que on a affaire à des règles simples, des épisodes qui sont courts, et une logique qui est purement focalisée sur le jouet. Elle est très codée. Ainsi que des robots qui parlent sans masque, des transformations instantanées, des couleurs primaires et des morts qui sont réversibles. En animation, tout ça, c'est tout à fait normal. Sauf qu'en live action, c'est un autre problème parce que c'est un autre langage. C'est trop abstrait, c'est trop bavard, c'est trop irréaliste. Et en 86, Transformers n'a pas échoué, il a été carrément sacrifié. Et cette année-là, en fait, Transformers sort un film, Transformers le film, et officiellement, voilà, c'est juste un film qui sort au cinéma, mais en réalité c'est une opération logistique. Parce qu'en fait chez Hasbro, la décision en fait elle est froide. Les jouets de 84 doivent complètement disparaître et la nouvelle gamme de 86 doit prendre la place. Ils appellent ça la rotation des stocks. Et le calcul il est simple, si Optimus Prime reste, les enfants n'achèteront pas le nouveau jouet. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décider de tuer Optimus Prime. L'objectif il est clair, c'est forcer l'achat du nouveau leader qui est Rodius Prime à l'époque. Un reboot déguisé. Et le problème c'est que c'est l'ignorance totale des décideurs. Parce que pour eux, Optimus n'est qu'un camion en plastique. Et ils disent aux scénaristes, tuez tous ceux qui sont plus en vente. Malheureusement, ils n'ont rien compris, ils se tirent une balle dans le pied parce que lorsque le film sort, c'est un échec immédiat. Les enfants pleurent, les parents écrivent des courriers. Oui, à l'époque, c'est ce qu'on faisait quand on était mécontent. Et les vagues de dépression sont signalées. Et Hasbro, en fait, découvre trop tard une vérité qui est simple. Un jouet peut devenir un père de substitution et on remplace pas un père par un nouveau modèle. Ils voulaient créer une sorte de nouvelle ère et ils ont détruit les fondations. Et à partir de là, Transformers devient toxique, voire même radioactif. Et là, à peu près dans le même temps, genre au début des années 80, Michael Bay n'est pas personne. En fait, il est déjà au bon endroit. C'est-à-dire qu'à 15 ans, Michael Bay ne traîne pas après les cours, il est chez Lucasfilm. Et oui, sur le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue. Et son travail, en fait, il est très discret. Lui, son taf, c'est classer les storyboards. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est organiser chaque plan, comprendre l'ordre des images, voir comment chaque scène va être filmée. Et il apprend où placer la caméra, quand bouger, quand couper, ce que le spectateur doit comprendre sans aucun mot. Des centaines de plans pensés pour Steven Spielberg et supervisés par George Lucas lui-même. Il n'apprend pas en fait à écrire des dialogues, lui en fait il apprend à lire une image. Il apprend que le spectacle n'est pas une intuition, c'est une construction, une sorte de grammaire visuelle pensée pour l'écran géant. Et ensuite on arrive dans les années 90 et Michael Bay est déjà pris au sérieux. Il existe alors une institution très particulière qui est la Criterion Collection. Et ce n'est pas un prix, en fait c'est un classement. En fait ce qui se passe c'est que Criterion choisit des films pour les conserver dans les meilleures versions possibles. Avec une image qui est restaurée, le son qui est nettoyé et le format qui est respecté. Et surtout le film tel que le réalisateur l'a voulu. Michael Bay en fait, il en fait partie. Parce qu'en 96, il sort The Rock. Et il est sélectionné par Criterion. Non pas pour son message, mais pour sa mise en scène. Et là va falloir doubler d'attention parce que cette partie est très intéressante. On est en
2004 et Michael Bay tourne The Island. The Island, si tu connais pas, c'est un film de science-fiction original, des clones élevés pour fournir des organes à des êtres humains qui sont riches, un monde froid, cynique, à l'opposé des jouets. D'ailleurs, ça m'a un peu fait penser à la série Westworld. Et le tournage s'étale jusqu'au début 2005. Michael Bay, il est confiant, il pense pouvoir tenir son film et la preuve qu'il peut exister sans franchise. Michael Bay à la base ne voulait pas réaliser Transformers, mais genre vraiment pas. À tel point qu'au milieu des années 2000, son téléphone sonne. The Island est encore en post-production, donc personne ne connaît encore le destin du film. Et quand Steven Spielberg appelle Michael Bay, on parle d'un réalisateur qui cumule quand même plus de 10 milliards de dollars au box-office sur sa carrière à cette époque. Donc, juste en tant que réalisateur, quand même je précise parce qu'il y a d'autres rôles. Quand un monument comme ça t'appelle, de 1 tu décroches, de 2 tu écoutes, et de 3 tu écoutes très attentivement. Et avant de dire non, tu réfléchis quand même à 2 fois. Voilà. Steven Spielberg ne parle pas de jouets, il parle d'une histoire humaine, d'un garçon, avec sa voiture, une relation, une émotion. Vous connaissez les films de Steven Spielberg, c'est souvent comme ça qui fonctionne. Et apparemment Michael Bay est touché. Je pense pas qu'il soit forcément touché par les émotions, parce qu'on verra plus tard pourquoi. Mais il reste méfiant, il ne signe rien, et il accepte une seule chose, c'est aller voir. Je pense la raison pour laquelle il est parti voir, c'est... Bref, il se rend à Hasbro, et juste pour regarder les jouets, sans engagement, sans promesse. Et quand le film The Island sort, tout s'effondre. On est en juillet 2005, The Island sort en salle. Le budget est d'environ 120 millions de dollars et les recettes mondiales 160 millions. Insuffisant. Beaucoup trop insuffisant. Les critiques sont froides. On parle de films impressionnants mais distants, trop chers, trop risqués. Et à ce moment-là, en fait, l'appel de Spielberg change de nature. Ce qui était une option devient au final une bouée de secours. Et cette fois-ci, il accepte Transformers. À l'autre bout du fil, on a qui? Lorenzo Di Benaventura, le producteur indé chez Paramount Pictures et aussi ancien cadre chez la Warner. Si tu sais pas c'est qui, je vais te faire un petit CV. C'est lui qui a lancé Matrix, c'est lui qui a lancé Harry Potter. À l'époque, c'est lui qui décidait oui ou non, ça s'arrêtait là. Et puis ce qu'il va faire, il va quitter le confort et il va devenir producteur indé. C'est-à-dire qu'avec sa propre société, ses propres risques et sa propre signature. Être indépendant, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde du cinéma? Ça veut dire une chose simple. S'il se trompe, ce n'est pas un studio qui tombe, c'est sa propre tête qui tombe. Par contre, si ça réussit, bah forcément c'est lui qui reçoit les lauriers et un paquet de pognon. Et son rôle change complètement. C'est-à-dire qu'il ne s'impose plus, il doit juste faire tenir debout un film entre deux mondes. D'un côté, on a Hasbro qui protège sa marque et veut vendre des jouets, et de l'autre côté, on a la Paramount Pictures qui met l'argent, qui distribue et qui assume le risque en salle. Et au milieu, on a le producteur indépendant, Lorenzo, et son taf, c'est de convaincre la Paramount que ce projet n'est pas ridicule et qu'il peut devenir mondial, et qui mérite un gros chèque. Forcément. Et Lorenzo, en fait, n'est pas un créatif naïf. Si tu veux, lui, en fait, c'est... comme tout bon producteur, c'est un stratège. Et il a compris une chose avant les autres, c'est que les studios n'ont plus de nouvelles icônes, seulement des marques qui sont complètement fatiguées. Et Transformers a eu justement son heure de gloire, mais que pour les jeunes, les gamins des années 70-80 avec le générique de Bernard Minet. Transformers l'obsède justement pour une raison qui est précise. C'est qu'en fait la licence, elle est connue mondialement, mais elle est morte au cinéma. Donc concrètement, elle n'a pas réellement de concurrence. Et dans sa tête, l'équation en fait est simple. Une marque est déjà installée, des effets spéciaux qui sont aussi crédibles aussi au milieu des années 2000, les effets spéciaux sont 10 fois mieux, et un public qui est jeune, prêt pour le spectacle pur. Et il manque une arme. Et cette arme, c'est Michael Bay. Et Lorenzo ne voit pas un bourrin. Lui, ce qu'il voit, c'est un réalisateur qui sait filmer la vitesse, le métal, la destruction lisible. Il a vu les films comme The Rock, il a vu les films comme Armageddon, des films où le chaos reste compréhensible, où chaque plan
guide l'œil. Et donc, pour Transformers, c'est exactement ce qu'il faut. Et là, on va dire qu'ils sont comme deux geeks au fond de la classe, ceux que personne n'invite aux soirées, qui n'intéressent aucune meuf, ceux dont tout le monde se moque, mais genre deux parias du système. Alors ils font ce que font toujours les rejetés, ils s'enferment dans leur délire et ils vont créer leur propre monde. Alors à ce moment-là, ils rentrent dans l'équipe, et le premier combat de Michael Bay ne se fait pas sur un champ de bataille, il se fait contre le marketing. Parce qu'au départ, Paramount et Hasbro ont une idée très précise. Ils veulent des robots fidèles au dessin animé des années 80, des formes simples, des couleurs primaires, et des transformations qui sont propres, presque magiques, comme des jouets qui prennent vie en fait. Et il y a Michael Bay en fait, cette image, il déteste ça. Je vais te faire une reconstitution, elle est peut-être pas fidèle, peut-être un peu inventée, mais voilà, c'est ce que je pense. Il y a face à lui les cadres d'Hasbro qui étalent les croquis sur la table. Voilà, alors voilà, regarde Michael, c'est ce que les fans attendent, il n'y a rien, t'inquiète, c'est ce que les fans attendent, voilà, le look fidèle des années 85. Michael lui, il commence à bouillonner, tu vois, il bouillonne, il dit... Voilà, si on simplifie un peu les transformations, les enfants pourront reproduire les jouets, voilà, c'est un peu l'ADN. Attention, il commence à monter. Et là, il y a Michael Bay qui se lève lentement, tu vois, il se lève. Non, je peux pas me lever. Parce que la caméra va pas me servir. Il se lève, il regarde les croquis, il regarde le truc. Wow, il le tèche comme ça. Waouh! En fait, c'est ce que vous voulez! Redevenir une franchise de merde! Silence de mort dans la salle. Ça fait 20 ans! Plus personne n'en a rien à foutre de vous! Vous voulez redevenir ringard? C'est ça? Arrête à Michael Bay qui commence à ramasser les dossiers. Il commence à les déchirer. Et il voit le directeur marketing d'Hasbro dans les yeux. Il lui fait « Si tu veux des dessins animés de merde, appelle Disney. Moi, je fais du cinéma. » Il claque la porte. Il descend du bâtiment. T'as les responsables, ça, ils sont là. Ils comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Gérard? Il descend dans sa voiture. Il allume le moteur. Première vitesse. Il appuie la pédale d'accélération. C'est ça, Transformers! Optimus Prime! Yeah! Et là, t'as Lorenzo qui fait... That's our guy. Donc en gros, t'as compris, Michael Bay n'était pas chaud par rapport à la vision que de base Hasbro ils avaient. Et en fait, son argument il est simple, c'est si un camion rouge et bleu se transforme en 2 secondes en un robot lisse et propre, personne va croire. À l'écran, ça fait trop simple, ça fait trop magique même. Et Bay il exige en fait autre chose, il impose sa vision à l'Industrial Light and Magic. Des machines organiques vivantes, faites de milliers de pièces, et chaque engrenage doit bouger, chaque plaque doit glisser, la peinture doit être rayée, usée, sale, pour donner un peu ce côté réel. Et oui, chez Hasbro, on est choqué. La peur, elle est immédiate. Des robots trop complexes, ce sont des robots qui sont durs à être fabriqués. Et le bras de fer commence, et Bay va se battre sur chaque détail. Il veut des flammes sur Optimus Prime. Et là, c'est le sacrilège pour Hasbro. Il remplace même la coccinelle Bumblebee par une Chevrolet Camaro moderne, qui est plus agressive et plus adulte. Parce que Bay en fait ne cherche pas à vendre des jouets, lui il cherche à imposer une illusion. Laquelle? C'est de faire croire que ces robots pourraient exister. À ce moment-là en fait, Transformers cesse d'être un film de jouets, il devient une révolution visuelle. Et pour pouvoir rendre ces robots crédibles, Michael Bay ne se contente pas du cinéma. Il va s'appuyer sur l'armée américaine. Aux États-Unis, si vous ne le savez pas, le Department of Defense possède un bureau cinéma officiel depuis les années 1940. À l'origine, en fait, sa mission, elle est simple, c'est contrôler l'image de l'armée après la Seconde Guerre mondiale, éviter les films hostiles et encourager les récits héroïques. Des films comme Top Gun ont montré la puissance du système. Recrutement en hausse, images modernisées, et Bay justement connaît cette histoire. Il sait comment activer la machine. Il soumet les scripts, il accepte les retours, il promet une armée qui est efficace, technologique et héroïque. Et donc au final, le Pentagone dit oui. Et le résultat, c'est qu'on a des vrais soldats, on a des vraies bases, on a des vrais blindés dans le film. Et surtout, des F-22 Raptor. Et en plus de ça, il y a un accès pas trop cher, voire même gratuit. Bay ne paie qu'une chose, c'est le carburant. Et à cet instant précis, Transformers change d'échelle. Ce n'est
plus un film, c'est une démonstration de puissance industrielle, les amis. Et avant même la sortie du film, sur internet, les fans sont en colère, ils sont en pétard, les forums sont en feu. Pourquoi est-ce que Bumblebee est une Chevrolet? Pourquoi est-ce que les robots sont complexes? Michael Bay va détruire mon enfance. Les gens se lamentaient, se plaignaient. Le rejet, il était total. Puis arrive la Comic-Con de San Diego. Il y a l'équipe du film qui monte sur scène, une annonce, une voix. Peter Cullen revient, la voix originale d'Optimus Prime. La salle, elle explose. Certains chialent, d'autres applaudissent. Le message, il est clair. Là, on a un nouveau Transformers devant nous, là. Le look qui change, mais l'âme, elle reste. Et Hollywood pensait que tout le monde avait oublié Transformers. Et le Comic-Con de 2006, justement, en fait, il a prouvé l'inverse. C'est-à-dire que la nostalgie était une bombe à retardement. Et Michael Bay vient d'allumer la mèche. Nous sommes en 2007 et Transformers sort en salle. Un film de robot, une licence jugée ringarde, un pari que Hollywood n'aurait jamais dû gagner. Et pourtant, le premier week-end est un choc. Les salles sont pleines, le public répond immédiatement. C'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est très fort. C'est-à-dire que le film en fait dépasse les 700 millions de dollars au box-office mondial et on peut dire concrètement que c'est un succès qui est massif. Mais pour Hasbro en fait, ce n'est pas juste un succès de cinéma en fait. Pour la marque, c'est une métamorphose. Très clairement, parce que avant 2007, Hasbro vend juste des jouets pour enfants. Et après 2007, ils vendent des produits dérivés à tout le monde. On a les ventes de jouets à ce moment-là qui explosent. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer leur propre division. Ils n'attendent plus les studios. Ils vont devenir le studio. Des robots aujourd'hui, demain tout le reste avec G.I. Joe, avec Battleship. Et c'est-à-dire que tout devient un blockbuster potentiel. Et à Wall Street, la perception change. Hasbro n'est plus un fabricant de plastique. C'est devenu une machine à IP. La valeur, elle explose. Le pouvoir de négociation aussi, et avant 2007, Hasbro avait besoin de Paramount, et après, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que ils imposent leurs conditions, ils imposent même leur pourcentage ainsi que leur vision. Et le plus ironique, il arrive maintenant, parce que Transformers de 2007 vieillit beaucoup mieux que énormément de blockbusters récents. Et la raison en fait n'est pas la nostalgie, elle est technique parce qu'en 2007, l'entreprise en question, l'Industrial Light and Magic, ne peut pas tout faire en numérique parce que les limites sont réelles. Et Michael Bay en fait, il aime ça. Il impose une règle simple, c'est que le numérique doit obéir aux lois de la physique. C'est-à-dire que chaque robot est pensé comme une machine réelle, avec le poids, l'inertie, la gravité, tout, voilà, tous ceux qui sont forts en physique. Et aujourd'hui, beaucoup de films font totalement l'inverse. Tout est possible, tout est propre, tout glisse, mais il n'y a rien qui pèse, rien de lourd. Et le résultat, en fait, c'est que l'œil voit le faux. Michael Bay est un paradoxe mathématique, les gars, les chiffres ne mentent pas. C'est-à-dire que sur la saga Transformers, plus les critiques le détestent et plus le public paie. C'est-à-dire qu'en 2007, Transformers 1, on a 709 millions au box-office quand même, et le score critique, il est de 58%. Après en 2009, 836 millions, le score critique de 20%. En 2011, 1,1 milliard. Le score critique de 35, et en 2014, 1,10 milliard au box-office, et le score critique de 18. C'est-à-dire que d'un côté, on a les notes qui chutent, et de l'autre côté, on a le box-office qui explose. Sur Rotten Tomatoes, Bay, il est haï, il est méprisé, et dans les salles, il rapporte de l'argent et il domine. C'est-à-dire que c'est le grand écart absolu. Et la critique, en fait, invente même un nouveau mot, genre le Bayham. Et du chaos, du bruit, du bordel, du cinéma, en fait, qui est jugé idiot. Regarde qui, dans l'ombre, le respecte en fait. Christopher Nolan parle de son sens de l'échelle et de la caméra. Il y a également d'autres maîtres comme James Cameron qui salue sa maîtrise des scènes d'action massives. C'est-à-dire que les cinéastes le savent. Bay gagne sans l'amour des critiques et sans la validation institutionnelle. Mais ce succès a un prix et ce prix n'est pas artistique. Malheureusement, il est humain. Et disons que l'humain, il est aussi paradoxal. Sans compromis, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. En fait, sur les plateaux,
Je commence un peu à perdre. Et comment dire, en fait, sur les plateaux, Michael Bay, il est connu pour une chose, c'est l'exigence totale. Sans compromis, en fait, parce qu'on est en 2009, et t'as Megan Fox, voilà, l'une des actrices du premier film, en fait, qui déclare comme ça que Michael Bay, en fait, il est comparable à l'homme à la moustache sur les plateaux. Et sans aucune compétence sociale, tu sais. La comparaison un peu point Godwin, tu vois. Et la rupture, elle est publique. Elle s'est fait virer direct. La réponse de Michael Bay, en fait, elle est glaciale à ça. Il dit « Je ne m'excuse pas par rapport à mon exigence. » Voilà, clairement, je travaille 16 heures par jour. Je dors peu, ça me prend la tête, je suis pas là pour faire des amis. Aucune excuse. Et il est vrai que sur ces tournages, en fait, Bay crie au mégaphone, il maintient la pression et le stress, en fait, il est volontaire. Parce que l'urgence doit être réelle. Même Shia LaBeouf le dit, il résume, Michael Bay est une machine. Il ne cherche pas à être ton ami, il cherche à obtenir un plan. Les gars, tout est dit. Cette dureté se voit à l'écran et chez Bay, en fait, l'humain n'est pas un héros. Les corps, quelque part, servent à mesurer la taille des machines, les émotions passent après la puissance. Donc, la déshumanisation, en fait, est un choix de cadre. Et les personnages secondaires, ils sont un peu ridiculisés dans les films de Michael Bay, la fragilité, elle est moquée. Michael Bay ne déteste pas les gens, il les considère juste comme secondaires. Et c'est ce choix radical qui va le rendre définitivement incompatible avec le Hollywood moderne. Mais bon, pour ma part, pour avoir vu ça dans d'autres domaines, je sais que la réussite ne s'accompagne pas forcément par le pouvoir de l'amitié et de l'amour, absolument pas. D'ailleurs, si tu as vu la série The Last Dance qui raconte l'épopée de l'équipe des Chicago Bulls en NBA et qui raconte aussi quel a été le caractère odieux de Michael Jordan durant ces années-là, t'as compté de l'équipe de Chicago Bulls qui a réalisé un exploit qui n'a jamais encore été réalisé jusqu'à présent, c'est-à-dire gagner 2 séries de 3 titres d'affilée dans une période d'à peu près 10 ans. Tu vois, c'est inhumain ce qu'ils ont fait. Mais pour avoir ce résultat inhumain, tu as un joueur, Michael Jordan, qui fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire même du sport, d'accord? Mais qui avait encore une fois un caractère qui était exécrable. Je te recommande de regarder The Last Dance parce que il était invivable, très clairement. Mais il était légendaire. Donc, c'est pas pour excuser Michael Bay, mais c'est comme ça en fait. Mais regardons les faits. Tout film confondu, Michael Bay a généré plus de 6,4 milliards de dollars au box-office mondial, ce qui est colossal et ce qui le met dans une classe de réalisateurs à part. C'est-à-dire qu'à lui seul, Transformers rapporte plus de 5 milliards de dollars. À la base, c'était un jouet qui était un peu oublié. Grâce à ce succès, Hasbro change de statut. De simples fabricants de jouets, en fait, ils deviennent un acteur du divertissement. Hasbro entre sur la carte, Hasbro Entertainment, G.I. Joe, Battleship, comme on le disait, des univers entiers qui deviennent exploitables. Bay était l'homme de la situation, au bon moment, au bon endroit. Et si on devait retenir une seule chose de toute la vidéo, ce serait celle-ci. La seule raison pour laquelle en Big 2026 on en a quelque chose à faire des Transformers, c'est à cause de Michael Bay. Désolé. Like, abonne-toi, partage, active la cloche si c'est pas déjà fait. Et on se voit à très vite. Ciao.